Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, entame à partir d'aujourd'hui une visite officielle à Moscou pour prendre part aux activités officielles de célébration du 75e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre patriotique de 1941 à 1945. Dans l'actualité parlementaire à l'Assemblée populaire nationale, adoption aujourd'hui du projet de loi consacrant le 8 mai, journée nationale de la mémoire en séance plénière. 140 nouveaux cas Covid positifs, 137 guérisons et 7 décès. C'est le dernier bilan des autorités sanitaires sur la situation épidémiologique en Algérie. Le bilan détaillé par le docteur Jamal Fourar dans cette édition. Des milliers de manifestants ont dénoncé hier dans la vallée palestinienne de Eriha le plan américain pour le Proche-Orient, un plan qui prévoit l'annexion par l'occupant israélien des colonies juives et de la vallée du Jourdain. Et puis à la fin du journal, un bon bol d'air marin. À la fin de cette édition, un site méridional de la baie de Mestrannem pour découvrir cet abri de pêche à Sidia où les marins pêcheurs se contentent de pratiquer une pêche traditionnelle en utilisant un abri de pêche mais loin de toute norme de sécurité pendant les périodes de mauvais temps. Bienvenue à tous. L'actualité parlementaire à l'APN, adoption ce matin du projet de loi consacrant le 8 mai, journée nationale de la mémoire. Sur invitation du général d'armée Shoigu Sergei Koujoukhevitch, ministre de la Défense de la Fédération de Russie, le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, entame à partir d'aujourd'hui une visite officielle à Moscou pour prendre part aux activités officielles de célébration du 75e anniversaire de la victoire à la Grande Guerre patriotique de 1941 à 1945. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre l'armée nationale populaire et les forces armée de la Fédération de Russie sera une opportunité pour les deux parties pour examiner les questions d'intérêt commun. Santé, 149 nouveaux cas Covid positifs, 137 guérisons et 7 décès. C'est le dernier bilan des autorités sanitaires sur la situation épidémiologique en Algérie. Un bilan rendu public par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Écoutez Jamal Fourar. Aujourd'hui, le lundi 22 juin 2020, nous allons vous donner un point de situation de l'évolution de l'épidémie de la Covid-19 en Algérie depuis le début à ce jour. Pour les principaux indicateurs au cours de 24 dernières heures, nous avons enregistré 149 nouveaux cas, 137 patients guéris, 39 patients en soins intensifs et 7 décès. Avec l'enregistrement de 149 nouveaux cas durant les 24 dernières heures, le total cumulé des cas depuis le début à ce jour est de 11 920 cas. Soit une incidence de 27 cas pour 100 000 habitants, sachant que 31 wilayas sont en dessous de la moyenne nationale et seulement 17 wilayas sont au-dessus de la moyenne nationale, sachant également que 12 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement enregistré 7 nouveaux décès, portant ainsi le total cumulé de décès à 852, avec 75% des décédés qui sont âgés de 60 ans et plus, et 4 sur 7 décès d'aujourd'hui ont une pathologie chronique, une comorbidité avec une maladie, soit le diabète, soit l'hypertension artérielle. Pour ce qui est des patients guéris et qui ont quitté les établissements hospitaliers, leur nombre à ce jour est de 8 559, dont 137 sont guéris et quitté les établissements hospitaliers durant les 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients qui ont bénéficié du traitement selon le protocole thérapeutique en vigueur, leur nombre est actuellement de 25 598 patients. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 39 patients hospitalisés en soins intensifs, c'est-à-dire un peu moins que ceux d'hier.
Et désormais, en cas de saturation des services Covid, il est possible pour le médecin prescripteur de recourir au traitement en ambulatoire. Une circulaire dans ce sens est parvenue aux hôpitaux. On écoute à ce propos le professeur Nessima Achour, infectiologue à l'hôpital Qatar. Elle était notre invitée hier dans l'émission Questions d'actu de Canal Algérie. On est dépassé quand on n'a pas de place. Que pouvons-nous faire ? On est dépassé. Donc on va envoyer vers d'autres établissements. Et l'établissement est également dépassé. Comment allons-nous faire? Donc heureusement, il y a eu la dernière circulaire qui nous est parvenue hier, où seul le médecin peut prendre la décision d'instaurer un traitement à titre externe, dans les cas positifs bien sûr, mais aussi symptomatiques, voire modérés. Mais à condition de respecter les règles de prescription, c'est-à-dire faire un électrocardiogramme avant la mise en route du traitement et de revoir le malade à J3, à J5, pour décider s'il est guéri ou non. Mais ça se fera avec un confinement à domicile. Ça, c'est important. Depuis l'apparition du nouveau coronavirus en Algérie, les ateliers de confection de masques protecteurs pullulent, nous avons visité l'une d'entre elles dans la wilaya de Boumerdès. 150 bavettes y sont confectionnées chaque jour par des bénévoles, ceci en plus de la prise en charge psychologique et le travail de sensibilisation au profit pour respecter les gestes barrières. Raouf Hamouche. Nous sommes ici, dans l'un des ateliers de production de masques Comte Boumerdès. Cet atelier confectionne bénévolement des masques de protection. Le but, sensibiliser les populations au port du masque, seul rempart à l'heure actuelle contre la contamination et la propagation de la Covid-19. Je suis administrateur. Je travaille dans l'Idara, on a travaillé déjà pendant le mois de Ramadan. On a préparé 7700 bavettes. Depuis le début de la pandémie, nous produisons environ 150 masques par jour. Après avoir eu l'accord de la Commission, nous avons fabriqué cette bavette réutilisable destinée aux citoyens. Tournant en plein régime dans la production des masques protecteurs en direction des citoyens, les ateliers travaillent de commun accord avec les ministères de la Jeunesse et des Sports et de la formation professionnelle. Nous avons entamé une campagne de sensibilisation pour lutter contre la contamination du virus en distribuant des masques de protection aux citoyens. Des téléphones portables ont été offerts au staff médical. Cette opération d'envergure se poursuivra à l'échelle nationale. Notre objectif est de protéger la santé du citoyen. Nous avons par ailleurs produit près de 450 000 masques de protection. Faisons preuve d'une indéniable solidarité. Des petites entreprises produisent 24 heures sur 24 des masques de protection. Une mesure barrière devenue obligatoire dans le but de préserver la santé du citoyen. Une crise sanitaire qui a boosté l'innovation et fait foisonner les idées. Les jeunes issus de la formation professionnelle ont été à la rescousse de la santé publique, mais pas que. Ils ont investi tous les secteurs d'activité, faisant partie aujourd'hui de la force vive du pays. Walid Yousfi. La promotion de la formation professionnelle dans le domaine de l'industrie alimentaire Amsila était au cœur de la visite de la ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel et du ministre délégué chargé des incubateurs. Une wilaya qui a enregistré en 2019 4300 étudiants diplômés des centres de formation professionnelle. En cette période de crise, les jeunes de la formation professionnelle, accompagnés de leurs professeurs, se sont surpassés en matière d'innovation. Ils ont pu fabriquer des machines précises et sophistiquées. Ce que nous attendons d'eux à présent, c'est qu'ils continuent d'avancer pour produire des appareils utiles dans la vie de tous les jours, tels que les congélateurs, les réfrigérateurs ou autres. On ne peut pas continuer à importer indéfiniment. Nos jeunes ont besoin de travailler et nous pouvons les accompagner. L'encadrement de ces jeunes entrepreneurs est donc primordial pour la concrétisation de leurs projets.
Le seul et unique but est que la jeune entreprise réussisse. À l'heure actuelle, nous devons mettre fin à la création d'entreprises improductives. Ce que nous souhaitons, c'est que les cadres qui accompagnaient les jeunes pour la formation recensent à présent les entreprises qui ont fait faillite, notamment celles qui possèdent toujours leur outil de travail. Nous devons les soutenir. Cette visite s'est terminée par la présentation de plusieurs projets innovants présentés par des enfants, des projets qui encouragent l'avenir de l'industrie nationale. À l'ouest d'Alger Centre, Sidi Abdallah, une ville qui se développe de plus en plus, et ce, tout à la joie de ses habitants. Il s'agit du raccordement du réseau Internet à haut débit aux abonnés. Rim Damiz. La deuxième étape de l'opération de raccordement au câble Internet à haut débit et au réseau de fibre optique est enfin lancée dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah. Nous allons raccorder les foyers au réseau Internet à haut débit d'une capacité de 100 mégas. Dieu merci, les travaux ont commencé, nous sommes impatients d'avoir accès à Internet. Les travaux d'installation de la fibre optique ont été accordés aux petites entreprises qui exercent dans le secteur de la télécommunication. Nous avons mis tous les moyens nécessaires pour remettre sur rail ce projet avant les délais fixés. Ces travaux rentrent dans le cadre du développement de la ligne téléphonique et du réseau Internet. Pour répondre aux besoins des habitants de Sidi Abdallah, les travaux seront achevés dans les plus brefs délais. L'Arabie Saoudite a décidé hier de maintenir fin juillet le grand pèlerinage de la Mecque avec un nombre très limité de fidèles. Seules les personnes de toute nationalité se trouvant à l'intérieur du royaume saoudien pourront effectuer le Hajj conformément aux mesures de précaution destinées à contenir la propagation du virus, le virus qui continue de s'accélérer dans le monde selon l'OMS. Dans l'actualité également, les développements de la crise en Libye avec la tenue par la Ligue arabe d'une réunion extraordinaire par visioconférence pour examiner les évolutions de la scène libyenne alors que les appels se multiplient pour la cessation des hostilités, une reprise sérieuse du dialogue entre les parties en conflit pour mettre un terme à l'effusion du sang dans ce pays. Hier, le président du conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale libyen, Fayez Sarraj, a rencontré le général Stephen Townsend, chef de l'Africom, et l'ambassadeur des États-Unis auprès de la Libye, Richard Norland. Sarraj et Townsend ont évoqué ensemble la coordination conjointe entre le GNA et le commandement de l'Africom pour la lutte antiterroriste dans le cadre d'une opération stratégique entre Tripoli et Washington. Townsend a appelé à l'instauration d'un cessez-le-feu et à revenir aux négociations politiques sous l'égide de l'ONU. De son côté, l'ambassadeur américain a indiqué sur Facebook qu'il était nécessaire de mettre fin aux actions militaires et de retourner aux négociations. Pas d'État palestinien sans la vallée du Jourdain, un slogan scandé par des milliers de personnes qui manifestaient hier dans la ville palestinienne de Ariha pour dénoncer le plan américain sur le Proche-Orient, un plan qui prévoit l'annexion par l'occupant israélien des colonies juives et de la vallée du Jourdain, vaste territoire agricole en Cisjordanie, avec la création d'un État palestinien sur un territoire très réduit. Karim Alpha. C'est le plus grand rassemblement en Cisjordanie depuis l'annonce fin janvier du plan américain pour le Proche-Orient. Pas d'État palestinien sans la vallée du Jourdain, la Palestine n'est pas à vendre. Des slogans scandés par des manifestants remontés à bloc à la suite du dévoilement du projet américain pour le Proche-Orient, fustigé par la direction palestinienne. Une manifestation massive tenue à Ariha, ville palestinienne à la pointe sud de la vallée du Jourdain, suite à l'appel du parti Fatah de Mahmoud Abbas à la tête de l'autorité palestinienne.
Oui, pour que dans cette période cruciale, tout le monde refuse l'idée de toute annexion. Et ce n'est qu'une partie d'une cause beaucoup plus vaste. Ces manifestants sont venus ici pour refuser la colonisation, toute forme de colonisation. Et c'est le cas avec ce plan de l'administration américaine qui prévoit l'annexion par l'occupant israélien des colonies juives et de la vallée du Jourdain, vaste territoire agricole en Cisjordanie, ainsi que la création d'un État palestinien sur un territoire considérablement réduit, et ce, au vu et au su de la communauté internationale. Nous sommes venus dire aux colons, cette terre est la nôtre, ce pays est à nous, nous ne l'abandonnerons jamais. Ni la Palestine, encore moins le peuple palestinien ne sont morts, car ce pays c'est la terre de nos aïeux, et impossible pour nous de renoncer à un seul bout de la terre de Palestine. Des pays européens et du Moyen-Orient ont mis en garde contre l'annexion de pans entiers de la Cisjordanie par Israël, sans toutefois annoncer de mesures concrètes. Une large coalition internationale incroyablement et visiblement impuissante face à un gouvernement israélien tout-puissant soutenu par l'administration Trump qui doit annoncer à partir du 1er juillet sa stratégie pour mettre en place le plan américain. Le reste de l'actualité à l'étranger en bref, avec en premier la pandémie du coronavirus qui a fait en seulement 8 jours 1 million de cas de contamination avec un nouvel épicentre, l'Amérique latine et notamment le Brésil. Amélie Boarb. La pandémie de coronavirus poursuit sa fulgurante accélération dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 1 million de cas de contamination a été signalé en seulement 8 jours, portant à plus de 9 millions le nombre total d'infections dans le monde, dont plus de la moitié en Europe et aux États-Unis. L'Amérique latine est devenue le nouvel épicentre de la pandémie. L'Argentine a battu ce lundi son record quotidien de contamination avec 2146 cas. Son voisin, le Brésil, reste le deuxième pays le plus touché au monde, derrière les États-Unis, avec un total de 51 271 morts. Alors que les restrictions sont levées et que les liaisons aériennes sont peu à peu rétablies, de nombreux pays s'apprêtent à accueillir les touristes selon un protocole sanitaire des plus stricts. C'est le cas de la Turquie qui sort le grand jeu pour accueillir les touristes en réaménageant environ 500 hôtels. Même chose dans les stations balnéaires en Égypte qui se préparent à la réouverture de ces aéroports à partir du 1er juillet. En Autriche, les villages pittoresques pour qui le tourisme représente une véritable source de revenus tentent eux aussi de reprendre leur tourisme en main. La Chine vient de procéder au lancement du dernier satellite de son système de navigation Beidou, un aboutissement qui lui permet de couvrir le monde entier et de s'affranchir technologiquement du GPS américain, a annoncé l'agence Chine Nouvelle. En service commercial à l'étranger depuis 2012, la technologie chinoise était d'abord limitée à l'Asie-Pacifique. Mais avec la finalisation de cette constellation, l'ensemble de la planète est désormais couvert. Après une fermeture de 3 mois pour cause de coronavirus, l'Opéra de Barcelone rouvre ses portes avec un concert pour les plantes. Une manière de remettre en question notre relation avec la nature. Ainsi, après des mois de silence, l'emblématique théâtre reprend son activité avec une métaphore des mois de confinement durant lesquels la nature a repris ses droits. Les plantes seront redonnées à l'hôpital de Barcelone. Et on termine cette édition avec un banc bol d'air marin dans un site méridional de la baie de Mestranum, loin d'abriter un port de pêche, Stydia, et ces marins pêcheurs se contentent de pratiquer une pêche traditionnelle en utilisant un abri de pêche, cependant loin de toute norme de sécurité pendant les périodes de mauvais temps. Rahim Abdelaziz. À l'ouest de la Salamandre, l'ancienne plage d'échouage de Stydia présente de nombreuses lacunes. Il s'agit en fait d'une plage rocheuse des plus dangereuses, et ce pour l'accostage des petits métiers en période de mauvais temps.
Ici, les petits métiers pratiquent la pêche au palangrier. Le plus souvent, ce sont les filets qu'affectionnent les marins pêcheurs de Stidia. En attendant la concrétisation du projet de construction du grand port de pêche à Stidia, les marins pêcheurs continuent à subir les affres de cet abri de pêche qui cause de grands dégâts à la flottille locale, surtout en période de mauvais temps. Nous quittons Stidia pour visiter la côte est de Mostranum. Au fond, Cap Ivy et le cordon dunaire. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Larivi. Et puis l'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Ce soir, retrouvez à 19h Zoher Bendimet. Je vous donne rendez-vous demain à midi.